Quand je suis arrivée un peu en avance à l'anniversaire de ma sœur pour l'aider à tout préparer, je l'ai entendu lancer à ses copines. J'en peux plus de ma sœur. Elle croit qu'on est hyper proches alors qu'elle est pathétique. Tu viens de dire quoi là? Je suis restée pétrifiée dans l'encadrement de la porte. Le gâteau personnalisé que j'avais passé 3 jours à faire encore entre les mains, tandis que Victoria et ses 6 meilleures amies se retournaient, bouche bée. J'étais rentrée plus tôt avec ma clé parce qu'elle m'avait demandé de l'aider à décorer pour ses 25 ans, sauf que visiblement, la fête avait déjà commencé sans moi. Non, mais je rêve. T'es déjà là? Le sourire de Victoria s'est effacé pour laisser place à une panique mal contenue, pendant que Chloé continuait de glousser. Répète, va, ce que t'as dit sur Noël. Victoria a fait non de la tête, mais Chloé insistait. Elle racontait juste comment tu lui as offert ce collier hors de prix comme si ça avait du sens. Le fameux collier Tiffany, pour lequel j'avais mis 6 mois à mettre de côté. Et comment t'as fondu en larmes quand elle t'a offert une simple carte cadeau. Elles se sont esclaffées, comme si c'était la meilleure blague du monde. J'ai posé le gâteau sur le plan de travail en faisant gaffe à ne pas abîmer les roses en pâte à sucre que j'avais modelées à la main. C'est toi qui m'avais demandé de venir en avance pour t'aider, hein? Victoria a roulé des yeux en servant plus de vin. J'ai juste dit d'apporter le gâteau. Fallait pas en faire tout un plat. Becca a hoché la tête d'un air entendu. Elle passe sa vie à se plaindre que tu te prends pour sa best friend. Toujours à pleurnicher. Ma sœur, qui m'appelait tous les soirs pour déverser ses soucis du boulot, se plaignait de moi auprès de ses amis. Mais tu m'appelles tous les jours pourtant. Victoria a ricané, glacial. C'est juste parce que t'es un psy gratuit. Un vrai psy, c'est pas donné. Elle s'est tournée vers ses amis. Elle croit franchement que ses conseils sur ma vie amoureuse comptent pour moi. Nouvel éclat de rire général. Et Chloé en rajoute une couche. Tu te souviens quand elle voulait te maquiller pour le mariage de Brad? Victoria a levé les yeux au ciel, exaspérée. Elle s'est crue maquilleuse après 2 tutos YouTube. Mais tu m'avais dit que tu trouvais ça super. Victoria a siroté son vin, un petit sourire narquois au coin des lèvres. Qu'est-ce que tu voulais que je réponde? Tu faisais ta fière avec ton loisir du dimanche. Janet a repris la conversation en soupirant. C'est elle aussi qui t'a fait ce fameux album pour ton diplôme? Victoria a acquiescé et sorti l'album de sous la table basse, celui sur lequel j'avais passé 3 mois, avec toutes nos photos d'enfance. Regardez-moi cette horreur. Elle l'a ouvert à une page où j'avais écrit combien j'étais fière d'elle. Écoutez ça. Ma sœur fabuleuse m'inspire chaque jour. Et tout le monde est parti dans un fou rire nerveux. Je te plains franchement. Vu que t'as pas de potes, j'entretiens le mythe qu'on est super proches. Elle a désigné ses amis. Elle, c'est ma vraie famille. Toi, t'es juste une histoire d'ADN. Janet a rempli à nouveau tous les verres, sauf le mien. Raconte-lui pour le mariage, Victoria. Un sourire cruel a traversé son visage. Bon, faudra t'y faire. Je vais bientôt me fiancer. J'étais stupéfaite. Brad va me demander en mariage le mois prochain. Je suis au courant. J'ai même choisi la bague avec lui. Elle m'a lancé un regard dédaigneux. Et tu ne seras pas ma témoin. Ses copines ont souri devant le coup bas. Chloé sera ma demoiselle d'honneur. Becca, Janet et ma coloc aussi. Pause dramatique pour savourer les faits. D'ailleurs, tu n'es même pas conviée à l'enterrement de vie de jeune fille. Ça faisait des années que j'imaginais l'organiser. Mais enfin, je suis ta sœur. Victoria s'est redressée et s'est approchée de moi. Voilà, justement, t'es ma sœur, t'es pas mon amie. Il y a une différence. Elle a attrapé le gâteau que j'avais préparé et l'a scruté d'un air critique. T'es allé beaucoup trop loin. Faut pas en faire des caisses. Pour ça, il y a les pâtisseries, tu sais. D'un coup de doigt dans le glaçage, elle a gâché la déco. T'as toujours besoin d'être au centre de tout. Becca a relancé. Et la fête surprise, hein? Alors que tu lui avais bien dit que t'en voulais pas. J'avais organisé cette fête parce qu'elle s'était plainte d'être oubliée pour son anniversaire. Mais t'y avais dit que t'avais adoré, tu pleurais même de joie. Victoria est partie dans un rire cinglant. Je pleurais surtout de honte. T'as invité plein d'anciens du lycée dont j'ai plus rien à faire. Elle s'est tournée vers le groupe. Non mais, elle pensait vraiment que je voulais revoir ces gens. À ce moment-là, la sonnette a retenti. D'autres invités débarquaient, pour la fête officielle. Victoria m'a attrapée sans ménagement. Tu poses le gâteau et tu t'en vas. Je me suis retournée vers toutes les décos que j'avais installées la veille. C'est moi qui ai tout décoré. Victoria a haussé les épaules. Et maintenant, on se croirait à un goûter d'enfant. De toute façon, on allait tout enlever. Devant moi, ses copines se sont mises à arracher les guirlandes que j'avais mis des heures à installer. Vous voulez savoir le pire? Lance Victoria, assez fort pour que tout le monde entende, même les nouveaux arrivés. Elle croit qu'on a un truc spécial, sous prétexte qu'on a perdu nos parents. Nos parents étaient morts 3 ans auparavant, et on s'était juré de toujours se soutenir. Franchement, toutes ces histoires de liens à cause du traumatisme, c'est n'importe quoi. Moi, mes amis suffisent largement. C'est à ce moment-là que tante Hélène est arrivée. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle a vu ma tête et le gâteau massacré. En un éclair, Victoria a changé de ton. Oh, tante Hélène! Ma sœur passait juste déposer le gâteau. Mais elle doit y aller. Sauf que Jeannette, un peu pompette, a lâché son filtre. Victoria expliquait juste qu'elle en a ras-le-bol de faire semblant d'aimer sa sœur. Le regard de tante Hélène s'est noirci. Faire semblant? Tu parles de ta sœur? Celle qui paie la moitié de ton loyer parce que t'arrives pas à t'en sortir toute seule? Là, plus un bruit. Victoria est devenue cramoisie, et tante Hélène s'est placée entre nous. Sa voix a claqué, couvrant la fête entière,
au point que tout le monde s'est figé sur le seuil. Victoria a blêmi en quelques instants. La pièce se remplissait, mais personne ne parlait. Tous buvaient la scène des yeux, gênés. Victoria a tenté de désamorcer la tension avec un rire nerveux, mais personne n'était dupe. Tante Hélène, elle, la fixait d'un regard glacial, comme si elle découvrait une inconnue. Un silence absolu régnait, juste troublé par le vrombissement d'un téléphone et les regards fuyants, mal à l'aise, que ses copines s'envoyaient. Je voyais bien Chloé et Bianca hésiter à intervenir, se demandant si elles devaient dire quelque chose ou laisser couler. Ophélie a reposé son verre de vin, le regard figé sur le sol. Victoria, elle, a eu un mouvement, prête à parler, puis s'est ravisée sans qu'aucun son ne sorte. J'ai attrapé mon sac près de la porte et commencé à ramasser mes affaires. Les décos à moitié arrachées, les banderoles achetées exprès pour l'occasion. Tante Hélène m'a suivie dans le couloir, posant sa main sur mon épaule, pendant que Victoria restait plantée là, immobile, dans l'encadrement du salon. Derrière elle, le gâteau en miettes, les roses en sucre défoncées, là où elle avait tracé une balafre du doigt. Tante Hélène a pris une voix douce, mais ferme, pour me proposer de venir dormir chez elle ce soir, qu'on avait besoin d'en parler toutes les deux. J'ai hoché la tête, incapable de parler tellement j'avais peur de perdre la maîtrise de ma voix. On est parti jusqu'à l'ascenseur, et à peine arrivé, j'entendais déjà Victoria hausser le ton avec ses amis, de plus en plus énervée. Les portes se sont refermées juste avant que je puisse entendre quelle excuse elle inventerait cette fois. Chez Tante Hélène, j'ai craqué pour de bon. Les larmes me coupèrent le souffle. Je sanglotais sans réussir à m'arrêter, effondrée sur le canapé tandis qu'elle préparait du thé dans la cuisine. La tasse chaude entre mes mains, elle est venue s'asseoir à côté de moi, sans rien dire. Je lui ai tout déballé. Comment chaque soir Victoria m'appelait pour râler sur son boulot, ses collègues, ses histoires avec Brad. Comment je croyais qu'on était vraiment proches, que ses appels c'était parce qu'elle avait besoin de moi, que je l'aidais vraiment. Comment j'ai payé la moitié de son loyer 2 ans durant, juste parce qu'elle prétendait ne pas s'en sortir avec son salaire. Tante Hélène m'écoutait sans m'interrompre, se contentant de hocher la tête ou de souffler parfois pour montrer qu'elle comprenait. Je lui ai raconté pour le collier, pour l'album souvenir, tous ces trucs offerts, organisés, dans l'idée que ça comptait pour Victoria. J'avais la gorge nouée, je butais sur les mots, mais une fois lancé, impossible de m'arrêter. Tante Hélène a sorti son portable, a fait défiler des messages, puis m'a montré ceux de Victoria de l'année dernière. Encore des demandes d'argent, des textos où elle racontait ses restos hors de prix avec Brad, ses week-ends prévus. Lire tout ça m'a retourné l'estomac. Elle a dit calmement que Victoria profitait clairement de moi, que ce n'était pas comme ça qu'on agit entre sœurs, et entendre quelqu'un le dire à voix haute, ça rendait la chose encore plus réelle et douloureuse. J'ai dormi dans la chambre d'amis, mais j'ai passé la nuit à fixer le plafond, la tête pleine de souvenirs et de conversations rejouées en boucle. Tous ces appels où elle ne faisait que se plaindre me paraissaient soudain si différents, comme si je n'avais été qu'un bon exutoire, personne sur qui elle pouvait déverser tous ses problèmes, sans jamais se demander si ça m'atteignait moi aussi, si j'avais besoin de parler. Même mes conseils à propos de Brad, de son boulot, de tout, et derrière, elle se moquait de moi avec ses copines, me traitait de pathétique, disait que j'étais seule et que je m'accrochais à elle. Je repensais à certains moments précis, à des mots qui m'avaient semblé tendres mais qui sonnaient en soudain comme des moqueries, et tout prenait une autre tournure. Le ventilateur du plafond tournait sans fin, et je l'ai regardé jusqu'à ce que le jour pointe. Au matin, incapable de faire semblant, j'ai appelé au boulot en disant que j'avais une urgence familiale, ce qui était loin d'être un mensonge. Tante Hélène a préparé le petit déjeuner et on s'est assise dans sa cuisine pour établir un vrai plan. Finir de couper tout lien financier avec Victoria. Carnet en main, elle notait, première étape, stopper le virement automatique du loyer. Ensuite, fermer le compte joint, puis enlever mon nom de toutes les factures partagées. Plus j'écrivais, plus j'avais la nausée de voir à quel point on était enchevêtrés. J'ai vérifié mon compte en banque, le virement du loyer devait encore partir dans 5 jours. Je continuais à payer chaque mois, comme une automatisation, parce qu'elle disait que son boulot suivait pas, mais là, je commençais à douter. Les chiffres s'affichaient, tout l'argent que je lui avais envoyé pendant des mois, et j'ai eu envie de balancer mon téléphone. Tante Hélène m'a conseillé d'aller voir les réseaux sociaux de Victoria pour comprendre vraiment où passait tout cet argent. Rien qu'en y pensant, ça me rendait malade, mais j'ai ouvert les applis quand même. Des photos de brunch hors de prix avec ses copines, des sacs de luxe, des week-ends avec Brad dans des endroits où je ne mettrais jamais les pieds, des fringues valant plus que mon loyer, des restaurants branchés, des cocktails à gogo, tout ça alors que je me contentais de nouilles et de tartines au beurre de cacahuètes pour économiser et lui payer ce fichu loyer. Les dates correspondaient pile au moment où elle pleurait misère. Je suis remontée des mois en arrière dans son fil, chaque post me faisant me sentir plus idiote d'avoir cru à ses mensonges. Et là, mon téléphone se met à vibrer. Elle m'appelle. J'ai tout laissé en silence. Quand j'ai fini par regarder, il y avait 17 appels manqués et des dizaines de messages. Au début, elle demandait pardon, disait qu'elle ne voulait pas, qu'il fallait absolument parler. Puis elle a changé de ton, reprochant que j'en faisais trop, que tante Hélène ne comprenait rien à notre histoire, que tout le monde se confiait à ses proches et que je dramatisais pour rien. Les messages tombèrent les uns après les autres. Je les lisais sans rien répondre. Elle disait que ses copines étaient saoules et l'avaient repoussée à dire des vacheries, que je prenais toujours tout trop à cœur, que je devrais arrêter de me vexer et rentrer pour qu'on discute calmement. J'ai posé mon téléphone face contre la table et je l'ai laissé là. J'ai attendu le mardi matin, certaine que Victoria serait partie au bureau.
La clé me paraissait peser 1 kilo quand j'ai ouvert la porte de l'appart. Tout était à sa place, mais, à l'intérieur, plus rien n'était comme avant. Le canapé qu'on avait choisi ensemble l'année dernière chez le marchand de meubles était toujours là, adossé au mur, avec les coussins que j'avais fabriqués moi-même. Dans la bibliothèque, les livres que nous avions lus et dont on avait refait le monde. Un verre de vin à la main chaque vendredi soir, même si je voyais bien que, pour Victoria, ces discussions n'étaient qu'un passe-temps, une façon d'attendre que ses véritables amis soient enfin disponibles. Un nœud s'est formé dans mon estomac en voyant les photos accrochées, toutes ces images de nous à la plage l'été dernier, à rire aux larmes. J'avais cru que ces souvenirs comptaient pour nous deux. Sans réfléchir, j'ai sorti ma valise et commencé à y empiler mes vêtements à la va-vite, sans prendre la peine de les plier. Mes mains s'activaient, tirant chemise et pantalon des tiroirs, jetant les chaussures dans des sacs. Il fallait à tout prix que je parte avant que Victoria ne rentre à l'improviste, ou avant de me laisser emporter par mes émotions. Tous les papiers importants, rangés ensemble dans notre classeur, restaient triés impeccablement par ordre alphabétique, simplement parce que Victoria y tenait. Mon acte de naissance, ma carte vitale, mon passeport, tous les documents accumulés depuis la disparition de nos parents. J'ai pris tout ce qui m'appartenait et laissé le reste. Dans la salle de bain, j'ai attrapé ma brosse à dents et la crème pour le visage offerte par tante Hélène à Noël. Impossible d'ignorer la montagne de produits de beauté de Victoria qui prenait toute la place, tous ces achats impulsifs alors que, de mon côté, je me serrais la ceinture juste pour lui payer la moitié du loyer. Finalement, la colère est venue remplacer la douleur, et c'était presque une bouffée d'oxygène. Sur le plan de travail, un mot griffonné au verso d'un reçu, l'écriture impeccable de Victoria, le papier un peu défraîchi, manifestement rédigé à la va-vite ou froissé par énervement. Je l'ai lu, et tout est devenu plus douloureux, mais aussi plus évident. Aucune excuse, aucun regret pour ce qu'elle avait dit devant tout le monde, seulement une inquiétude financière et cette manie de me faire passer pour une gosse trop émotive parce que j'osais souffrir d'avoir été humiliée devant tout le monde. J'ai plié le mot et l'ai gardé sur moi, comme une preuve, pour me rappeler que je n'étais pas folle de me sentir utilisée. Là, c'était elle, la vraie Victoria, sans masque ni spectateur, sans personne à amadouer ou à manipuler. Tout à coup, l'appartement m'a semblé étouffant, comme si les murs se rapprochaient. J'ai ramassé mes sacs, laissé la clé sur le comptoir, juste là où elle avait posé son message, et je suis partie sans me retourner. Le lendemain au travail, impossible de faire semblant, impossible d'aligner deux idées. Les mots dansaient sur l'écran, mes pensées se brouillaient. Liana, ma collègue, me jetait des regards en coin entre deux coups de fil. On bossait ensemble depuis 2 ans, mais jamais on n'avait parlé d'autre chose que des dossiers et des deadlines. À midi, elle est arrivée, 2 sandwichs à la main, déposant l'un devant moi sans rien dire avant de s'installer en face. J'ai essayé de sourire, de prétendre, mais c'était peine perdue. Elle a attendu, tout simplement, et j'ai fini par lui résumer ce qui s'était passé à la fête. Juste l'humiliation des paroles de Victoria, la révélation du loyer, pas de détails inutiles. Liana a tout écouté sans jamais m'interrompre, puis, quand j'ai eu terminé, elle n'a pas cherché à me rassurer ni à me consoler. Elle s'est contentée de m'annoncer que sa colocataire était partie la semaine précédente et qu'il y avait une chambre libre si besoin. Pas une once de pitié, rien de gênant, juste une solution directe, posée là, simplement. J'ai bien failli fondre en larmes à ce moment-là, mais j'ai réussi à me contenir jusqu'à atteindre les toilettes. Plus tard, je l'ai rejointe chez elle, de l'autre côté de la ville. Son immeuble, datant d'une autre époque, avait du charme et était bien entretenu. Rien à voir avec les constructions anonymes où Victoria et moi vivions. La chambre qu'elle me montrait était certes plus petite, mais le loyer plus raisonnable. Et l'ambiance était saine, simple. Ici, pas d'objets communs chargés de souvenirs, pas de meubles choisis dans l'illusion d'un « chez-nous » familial. Liana a exposé les quelques règles de la maison sans manier la moindre contrainte, juste histoire de fixer les bases du respect mutuel. Horaire, tranquillité après 22 heures la semaine, rien qui ne sente le règlement pesant. J'ai compris qu'ici, j'étais considérée comme son égale, qu'il n'était pas question de s'imposer ou de profiter. J'ai donné mon accord, on s'est serré la main, comme pour entériner un engagement. Elle m'a remis un double de clés en me précisant que je pouvais m'installer quand bon me semblerait. Cette clé semblait déjà plus légère que celle de chez Victoria. Ce soir-là, dans la chambre d'amis de tante Hélène, je suis restée une éternité, téléphone à la main, avant d'oser ouvrir mes messages. J'ai tapé aussitôt un texto à Victoria, sans enrober, sans fioriture. J'annonçais mon départ, que le loyer du mois serait payé, mais rien d'autre. À elle de se débrouiller à présent ou de chercher quelqu'un d'autre. J'ai appuyé sur « Envoyer » avant d'avoir le temps de me raviser ou d'adoucir mes mots. La réponse est tombée presque aussitôt. Tout en majuscules, Victoria m'accusait d'égoïsme, d'ingratitude, me reprochant de l'abandonner au pire moment. Les messages se sont enchaînés, de plus en plus durs, m'accusant de tout gâcher, de tout exagérer sans raison. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement posé mon téléphone sur la table de nuit, l'écran face contre le bois, les mains tremblantes. À 21h, des coups répétés résonnèrent sur la porte de tante Hélène, assez insistants pour être entendus de l'étage. J'entendais la voix de Victoria, aiguë, déchirée, m'appeler en boucle,
et les pas de tante Hélène allant ouvrir, puis sa voix décidée lui interdire d'entrer. Victoria suppliait, jurait qu'elle n'avait pas pensé un mot de ce qu'elle avait dit, accusant l'alcool et la bêtise de ses amis, répétant qu'il n'y avait eu qu'un malentendu. Les mêmes excuses, mais ponctuées cette fois de sanglots. Tante Hélène restait d'un calme implacable, refusant de la laisser renverser la situation pour se poser en victime. Cela a duré un moment, puis j'ai entendu la voiture de Victoria démarrer, s'éloigner. J'ai senti ma poitrine se serrer tout au long de la scène, prise entre le réflexe de tout arranger et la certitude que ce réflexe-là, justement, m'avait conduite jusqu'ici. Tante Hélène, en revenant, m'a trouvée assise, immobile, au bord du lit. Elle s'est assise à côté de moi sans même me demander comment j'allais, tellement ça crevait les yeux. Ses paroles ont traversé ma confusion et ma culpabilité, mettant en lumière que Victoria ne reconnaissait jamais ses torts. Tout ce qui la dérangeait, c'était de perdre le confort de sa petite vie tranquille. Ça m'a permis d'y voir plus clair, même si au fond, je me sentais coupable. Comme si ouvrir les yeux sur Victoria, c'était déjà la trahir. Tante Hélène a posé la main sur mon épaule en me rappelant qu'une vraie excuse, ça ne commence jamais par « oui mais », ni par des reproches. J'ai hoché la tête, essayant de la croire, alors que, par réflexe, une partie de moi voulait rappeler Victoria pour arranger les choses, comme toujours. Le week-end a filé dans un chaos de cartons, de sacs et d'allers-retours en ville. Dès samedi matin, tante Hélène est venue avec sa voiture et on a tout chargé. Le coffre, la banquette arrière. Presque toutes mes affaires y sont passées pendant que Victoria était absente. C'était le plan pour éviter un dernier affrontement. Des vêtements, des livres, quelques casseroles que j'avais achetées moi-même. Les meubles pris à deux sont restés sur place, par manque d'envie ou d'énergie d'en discuter ou de réclamer le canapé. Liana nous a aidés à tout monter, on était toutes les trois, efficaces et silencieuses. Le dimanche après-midi, tout était rangé, mes habits dans la penderie, mes livres sur les étagères. L'espace semblait un peu vide, mais il était à moi, débarrassé du passé et des promesses envolées. Lundi matin, je suis passée à la banque avant d'aller travailler. La conseillère, très polie, m'a demandé mes papiers sans chercher à comprendre pourquoi je retirais un nom des comptes. Elle a géré les formulaires, tout a été plié en quelques minutes. Victoria a disparu du compte joint qu'on avait ouvert 2 ans plus tôt, celui sur lequel je versais chaque mois ma part pour le loyer et les charges. J'ai même fermé ce compte et en ai ouvert un à mon nom seul. Toute la paperasse a duré moins de 30 minutes. Quand les portes automatiques se sont refermées derrière moi, j'ai eu l'impression de trancher la corde qui me maintenait sous l'eau. Mon téléphone a vibré. Un message de Victoria, mais avec un autre numéro, puisqu'elle avait été bloquée sur l'ancien. Elle disait que la mère de Brad voulait me voir pour arranger les choses avant les fiançailles, comme si tout ça se résumait à une brouille de rien du tout. L'idée de continuer à faire bonne figure pour Victoria, de l'aider à s'entendre avec ses futurs beaux-parents, de faire semblant que tout allait bien rien que pour lui rendre service. J'ai bloqué ce nouveau numéro, puis j'ai pris mon temps pour faire le ménage parmi mes contacts, en bloquant aussi Chloé, Bianca et Ophélia. Tous ces numéros liés à cette fameuse soirée, toutes ces personnes qui avaient ri alors que Victoria me piétinait. J'ai hésité un moment avant d'appuyer sur supprimeur, en regardant chaque nom disparaître de mon téléphone. C'était fini de me laisser manipuler et de me rabaisser pour que Victoria se sente supérieure. Plus j'ajoutais de numéros à la liste des bloqués, plus je sentais ma poitrine se libérer. Liana partait pour l'hôpital vers 6 heures la plupart des matins, essayant de ne pas me réveiller, mais j'entendais ses pas discrets dans le couloir, toujours un peu reconnaissante de cette délicatesse. Avec ses 3 gardes de 12 heures par semaine, j'avais souvent l'appartement pour moi après le boulot. Les jours où elle était là, je la retrouvais souvent en cuisine ou plongée dans un bouquin sur le canapé. Elle me proposait de la rejoindre, mais n'insistait jamais si je préférais être seule. Petit à petit, on a trouvé notre rythme, à partager l'espace sans forcément devoir faire tout ensemble. Certains soirs, je bossais sur mon ordi à la table de la cuisine pendant qu'elle regardait la télé. Ce silence partagé avait quelque chose d'apaisant, loin d'être pesant. Quand j'avais besoin de parler de Victoria ou de cette colère que je traînais, Liana posait tout pour m'écouter. Elle ne donnait son avis que si je le lui demandais, ne cherchait jamais à régler mes problèmes, elle me laissait simplement vider mon sac jusqu'à ce que j'aie tout dit. Avoir quelqu'un qui respectait mon espace tout en étant présente, c'était tout l'opposé de ce que j'avais vécu avec Victoria. 2 semaines après mon déménagement, mon téléphone a sonné, numéro inconnu. J'ai failli laisser filer, mais j'ai fini par répondre. Une voix de femme, Tora Emery, la propriétaire de l'appartement que je partageais avec Victoria, a commencé par me demander d'un ton fatigué si c'était vrai que j'étais partie sans prévenir. Mon estomac s'est noué. Je savais bien ce que Victoria avait encore raconté. Je lui ai expliqué que j'avais fait les choses dans les règles. Préavis écrit, loyer payé jusqu'à la fin, et mon adresse laissée pour la restitution de la caution. Tora est restée silencieuse un instant, puis m'a demandé pourquoi Victoria affirmait que je l'avais laissée toute seule à payer le loyer. J'ai respiré un grand coup et j'ai dit les choses comme elles étaient. Victoria avait toujours eu les moyens de tout payer, mais elle m'avait fait croire le contraire. Et moi, j'avais continué à verser ma moitié. Tora a lâché un petit bruit, comme si elle prenait des notes. Puis elle a évoqué avoir vu Victoria au volant d'une BMW, flambant neuve la semaine dernière. Une BMW ? A-t-elle répété, en se demandant comment on pouvait s'offrir ce genre de voiture quand on se dit sans le sou. Cette révélation m'a comme giflé. Victoria avait menti sur ses finances tout ce temps, profitait de mon argent tout en se faisant plaisir, et j'avais été trop naïve. J'avais les mains tremblantes en remerciant Tora avant de raccrocher. La colère est montée d'un coup, vive, coupante.
pas la même que celle que je traînais depuis des semaines. Victoria ne s'était pas contentée de me faire du mal le soir de la fête. Elle m'avait plumé pendant des mois, peut-être même des années. Ce soir-là, tante Hélène m'a rappelé et m'a reparlé du contact d'une thérapeute, Isadora Mann, qu'elle m'avait déjà proposé. Elle m'a expliqué qu'Isadora était spécialisée dans les traumas familiaux et qu'elle avait aidé plusieurs de ses proches à avancer dans des situations compliquées. J'ai pris rendez-vous pour la semaine suivante, d'abord pour faire plaisir à tante Hélène, mais surtout parce que je n'en pouvais plus d'être en colère tout le temps. Le cabinet se situait dans un petit immeuble du centre-ville, aux murs bleu pâle, avec des plantes posées dans chaque coin. Isadora devait avoir la cinquantaine, les cheveux gris relevés en chignon, un regard doux et attentif qui ne se dérobait pas quand je commençais à parler. Je lui ai tout déballé. La soirée, le moment où j'ai entendu Victoria me traiter de pathétique, le gâteau, l'album photo, toutes les façons dont elle avait tourné en ridicule ce que j'avais fait pour elle. Au fil de mon récit, en décrivant ses amies mortes de rire, j'ai craqué, j'ai fondu en larmes, incapable de reprendre mon souffle. Isadora a simplement tendu une boîte de mouchoirs et attendu que je me calme. Puis elle a prononcé une phrase qui a tout bouleversé pour moi. Elle m'a expliqué que l'attitude de Victoria allait bien au-delà de la maladresse ou de la méchanceté ordinaire. Il s'agissait de violences psychologiques, et ça durait sans doute depuis des années, sous des formes que j'avais fini par banaliser, simplement parce que c'était ma sœur. Le mot « violence » m'a d'abord choquée, car pour moi, ça signifiait surtout des coups, mais Isadora a précisé que la violence émotionnelle pouvait être tout aussi dévastatrice. Se servir de quelqu'un pour son argent tout en le rabaissant, l'appeler chaque jour uniquement pour se plaindre sans écouter ce qu'il a à dire, se moquer de ses élans d'affection, tout cela relevait aussi de la violence. Assise dans son bureau, j'ai eu pour la première fois le sentiment que quelqu'un mettait enfin des mots sur ce que je traversais sans réussir à le nommer. Lors de notre deuxième séance, Isadora m'a proposé de faire 2 listes. Celle des moments où je m'étais sentie importante aux yeux de Victoria, et celle des fois où je m'étais sentie exploitée. Je pensais que ce serait vite fait, mais la liste des fois où je m'étais sentie utilisée s'est interminablement étoffée. Chaque soir, elle m'appelait pour se plaindre de son travail et raccrochait dès que j'abordais le mien. Le week-end où elle m'a emprunté ma voiture pour me la rendre vide et abîmée. L'anniversaire qu'elle avait oublié, alors qu'elle exigeait de moi que j'organise toujours les siens comme des événements majeurs. Le Noël où elle m'a offert une carte cadeau de 20 € à côté des centaines d'euros que j'avais dépensés pour elle. Au bout d'un moment, 1 puis 2 pages étaient pleines, mon écriture devenant de plus en plus brouillon à mesure que les souvenirs refaisaient en surface. Dans la colonne des moments où j'avais compté pour elle, seuls 3 événements me revenaient. Elle m'avait apporté de la soupe quand j'avais eu la grippe il y a 2 ans, aidé à déménager dans mon premier appartement, et elle m'avait appelé après les obsèques de nos parents en me disant « Il ne nous reste que nous 2 ». Ces 3 gestes remontaient à avant ou juste après la mort de nos parents. Depuis, rien, plus rien, n'était venu étoffer cette liste. Je suis restée là, écœurée en voyant ces pages noircies, la preuve sous mes yeux que Victoria ne me considérait plus depuis longtemps. Et malgré ça, je continuais à vouloir mériter son amour. Isadora m'a aidé à comprendre que tout avait basculé après l'enterrement. Avant, Victoria était centrée sur elle-même, mais sans réelle cruauté. Après, elle était devenue dure, exigeante, froide, profitant de tout ce que je lui donnais sans jamais rien rendre. Je croyais qu'on se soutenait dans le deuil, que l'on s'accrochait l'une à l'autre pour surmonter la perte. En vérité, c'est moi qui la soutenais, alors qu'elle utilisait ma présence comme exutoire, déversant sur moi toute sa souffrance et sa colère. Elle extériorisait son chagrin en me rabaissant, me servant d'exutoire silencieux, sans que je lui renvoie quoi que ce soit. Je suis devenue sa décharge émotionnelle, celle à qui l'on confie tout ce qu'on ne veut pas affronter, sans jamais en subir la moindre conséquence. Cette prise de conscience m'a tellement secouée que j'ai préféré abréger la séance. J'ai ensuite fait 3 fois le tour du quartier avant de me sentir capable de reprendre le volant. Toutes ces nuits, à l'écouter sangloter parce que nos parents lui manquaient, à la consoler, la rassurer, et tout ce temps, elle puisait en moi, sans jamais s'inquiéter de mon propre deuil, sans jamais se demander comment moi je me sentais. Elle ne faisait que prendre, encore et encore, jusqu'à épuisement de notre lien, ne laissant subsister que ses besoins et mes efforts pour les satisfaire. Au travail, je me suis plongée à fond dans un gros projet confié par ma chef. Il fallait réorganiser toute la base de données clients, une tâche que je remettais depuis des semaines. Sans les appels incessants de Victoria chaque soir, j'avais de l'énergie en fin de journée. Je suis restée tard à plusieurs reprises, absorbée par les tableaux Excel et la saisie de données qui réclamaient une concentration que je n'avais plus connue depuis longtemps. Un après-midi, ma chef est venue à mon bureau et m'a félicité pour mes progrès, ajoutant qu'elle me trouvait vraiment plus investie ces derniers temps. Sa remarque m'a fait un bien fou, bien plus que les rares compliments de Victoria, parce que cette fois, il s'agissait d'une vraie reconnaissance fondée sur ce que j'accomplissais, et pas d'une vaine tentative de manipulation. J'ai réalisé à quel point les appels nocturnes de Victoria prenaient de la place dans ma tête, combien j'étais vidée à force d'essayer de résoudre ses problèmes, en laissant les miens de côté. Tout cet espace mental, désormais, m'appartenait à nouveau, et je pouvais enfin le dédier à ce qui avait du sens pour moi. Tante Hélène m'a conviée à dîner un dimanche.
m'expliquant au téléphone qu'elle avait raconté ce qui s'était passé à la fête aux autres de la famille. J'ai senti un nœud dans mon ventre, angoissée à l'idée de leur réaction. Est-ce qu'ils allaient penser que j'exagérais? Me demander de pardonner à Victoria parce qu'elle fait partie de la famille? Hélène a dû percevoir ma réticence car elle a aussitôt précisé que tout le monde était de mon côté et furieux contre Victoria pour son attitude. Le soir du dîner, chez Hélène, mon oncle et mes 2 cousins que je n'avais pas vus depuis des mois étaient là. Je suis arrivée, un peu stressée, craignant les silences gênants ou la pression pour faire la paix, mais au lieu de ça, mon oncle m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'il était fier de moi, que j'ai pris mes distances. Mes cousins m'ont raconté qu'ils avaient entendu parler de ce que Victoria m'avait fait, qu'ils n'en revenaient pas de sa méchanceté. Ce soutien m'a submergée, mais dans le bon sens, comme si je m'étais préparée à essuyer des reproches alors qu'on me témoignait au contraire tellement de compréhension. Pendant le repas, ma cousine Sarah a même partagé un souvenir. Le jour de sa remise de diplôme universitaire, Victoria était venue et avait passé la soirée à râler sur la nourriture et la déco. Sarah s'était occupée de toute l'organisation et Victoria l'avait tournée en ridicule, comme si c'était stupide d'avoir eu envie de faire un geste sympa. Mon autre cousin s'est souvenu d'un Thanksgiving où Victoria n'avait pas pu s'empêcher de faire des réflexions blessantes sur le poids de la copine de quelqu'un, gênant tout le monde. Mon oncle, de son côté, a raconté que Victoria lui avait emprunté de l'argent l'an passé sans jamais rembourser et qu'elle s'était franchement vexée quand il lui avait simplement demandé de rendre des comptes. Tandis que chacun partageait son expérience, j'ai compris que je n'étais pas la seule à subir la méchanceté de Victoria. Avec moi comme avec d'autres, elle s'était montrée dure et blessante. Mais jusqu'ici, j'encaissais tout sous prétexte qu'elle était ma sœur. J'avais l'impression que ça me forçait à tout accepter. Les autres, eux, avaient su prendre du recul, poser des limites, et n'espéraient même plus qu'elle fasse un effort. J'étais la seule à continuer de vouloir sauver une proximité avec quelqu'un qui, visiblement, n'en voulait plus. Après le repas, Sarah m'a prise à part pour me dire que Victoria l'avait appelée 3 jours avant, réclamant de l'argent. Elle avait inventé que je l'avais plaquée du jour au lendemain et qu'elle ne pouvait plus payer son loyer, comme si j'étais partie sans prévenir et sans raison valable. Sarah lui avait dit non et lui avait conseillé de faire comme moi, c'est-à-dire prendre un 2e boulot. Victoria s'était énervée et lui avait raccroché au nez, ce qui ne m'a pas étonnée. De l'avoir demandé encore de l'argent à tout le monde alors qu'elle roule en BMW, ça m'a mise hors de moi. Elle n'avait rien tiré de notre séparation, n'avait pas remis sa conduite en question, n'avait rien changé. Elle cherchait simplement une nouvelle personne à exploiter, qui lui filerait de l'argent et du soutien sans rien espérer en retour. J'étais soulagée que ma famille y voit plus clair, qu'ils ne se laisseront plus prendre à son cinéma de victime, contrairement à moi qui, pendant des années, m'étais laissée manipuler. 3 semaines après mon départ, pour la première fois depuis des mois, je me suis réveillée sans cette angoisse permanente dans la poitrine. Je ne faisais plus sans arrêt ces cauchemars où Victoria riait de moi alors que j'essayais de me défendre. Il ne revenait plus que de temps à autre, et j'arrivais même à me rendormir au lieu de rester éveillée toute la nuit. Liana et moi avons commencé à cuisiner ensemble le week-end. Rien de sophistiqué, juste des pâtes ou des wok. Mais c'était un plaisir de cuisiner avec quelqu'un qui ne trouvait rien à redire sur ma façon de couper les légumes, ni me disait que je faisais tout de travers. Un jeudi soir, elle m'a proposé d'aller rencontrer ses amis dans un bar, et j'ai failli refuser, parce qu'après Victoria, l'idée de faire de nouvelles rencontres me paralysait. Mais j'y suis allée, et j'ai été agréablement surprise. Ils étaient tous détendus, à l'écoute. Ils s'intéressaient à ce que je disais, sans chercher à comparer ni juger. Personne ne tenait le compte ni ne coupait la parole. Quand j'ai évoqué mon déménagement, personne n'a insisté ou réclamé des confidences pour lesquelles je n'étais pas prête. Andrew, l'un d'eux, a raconté une anecdote drôle sur ses propres galères avec sa sœur, et tout le monde a ri avec lui, sans se moquer. Ce soir-là, en rentrant à pied, j'ai réalisé que ça faisait 3 heures que je n'avais pas pensé une seule seconde à Victoria. Le lendemain matin, j'ai découvert un mail venu d'une adresse inconnue, avec pour objet « Merci de lire ». En l'ouvrant, j'ai vite vu le nom de Victoria en bas. Elle avait dû créer un nouveau compte après que j'ai bloqué l'ancien. Le mail était interminable, au moins 10 paragraphes. Dès les premières lignes, elle semblait s'excuser, mais à peine 2 phrases plus loin, elle m'accusait de détruire la famille parce que je refusais de lui parler. Elle justifiait son comportement en évoquant l'alcool à la fête, prétendait ne pas avoir pensé ce qu'elle avait dit, puis enchaînait en disant que j'étais trop sensible, que nos amis s'en plaignaient aussi. Elle affirmait même que j'aggravais tout en inventant des choses sur elle auprès de la famille. J'ai arrêté ma lecture à mi-parcours, la main sur la souris, puis j'ai appuyé sur « Supprimer », même si j'avais un léger tremblement. Le message a disparu et j'ai fermé l'ordinateur. Je savais déjà que la suite serait du même acabit. En séance avec Isadora cette semaine-là, je lui ai parlé de ce mail. Elle m'a demandé ce que je pensais des excuses de Victoria, et je lui ai dit qu'elles me semblaient fausses, sans trop savoir pourquoi. Isadora a attrapé un carnet et a tracé une ligne. D'un côté, bonnes excuses, de l'autre, fausses excuses. Elle m'a expliqué qu'une vraie excuse reconnaît simplement le tort causé, sans justification ni reproche envers l'autre, qu'il ne devait pas y avoir de « mais » ni de renversement de la faute sur la personne blessée. À l'inverse, les fausses excuses sont truffées de justifications comme « j'étais ivre » ou de reproches du type « tu es trop sensible ». Le mail de Victoria, c'était tout ça à la fois. Isadora m'a alors demandé de compter combien de fois Victoria s'était vraiment remise en question et combien de fois elle m'accusait ou se défaussait. J'ai pris conscience que son message n'était qu'un empilement de fausses excuses,
Soudain, la culpabilité que j'avais en moi depuis des années s'est un peu allégée. Je n'étais pas cruelle en ne répondant pas. Je cherchais à me protéger d'une personne qui ne regrettait rien, au fond. Cette semaine-là, en consultant mon compte bancaire, j'ai eu une surprise. Je gagnais plus que prévu. Sans avoir à payer la part de Victoria chaque mois, j'avais enfin un peu de marge une fois mes factures réglées. J'avais tellement l'habitude de compter chaque centime que j'avais oublié ce que c'était, d'avoir un peu d'argent devant soi. Je suis allée sur mon compte carte et il me restait encore 800 € à rembourser. Surtout des frais engagés l'an dernier pour aider Victoria quand je mettais tout sur ma carte. J'ai tout remboursé d'un coup, puis j'ai ouvert un livret d'épargne où j'ai versé 200 €. Je suis restée bouche bée devant l'écran. C'était la première fois que j'ouvrais un compte épargne. Jusqu'alors, chaque euro en trop partait pour aider Victoria ou payer ses dettes. Désormais, j'épargnais pour moi, je pouvais enfin commencer à avancer, au lieu de me contenter de garder la tête hors de l'eau. Dimanche après-midi, Hélène m'a appelé pour me proposer de venir prendre le thé chez elle. Quand je suis arrivée, elle m'a installée dans sa cuisine avec un air sérieux. Elle m'a confié que Victoria était revenue s'installer quelque temps chez elle et Brad, incapable d'assumer son appartement seul. Il paraît que les parents de Brad prenaient de mal la situation, estimant que Victoria n'aurait pas dû emménager avec leur fils tant qu'ils n'étaient pas fiancés. Forcément, ça jetait un froid entre Brad et sa famille. Hélène m'a raconté que Victoria était à bout, complètement stressée et qu'elle gérait très mal la pression, s'en prenait à Brad et se plaignait en permanence. J'ai eu un petit pincement de satisfaction en l'entendant. Pour une fois, Victoria se retrouvait confrontée aux conséquences de son propre égoïsme. Mais en réalité, ce qui dominait, c'était la tristesse et la fatigue. J'avais perdu celle que je considérais comme la personne la plus proche de moi, et savoir qu'elle traversait une mauvaise passe ne me consolait pas du tout. Ça me rappelait seulement que la relation que j'avais cru partager n'avait jamais été réelle. Lors de ma prochaine séance avec Isadora, je lui ai confié que je culpabilisais de me réjouir, même un peu, que Victoria paie enfin les pots cassés. Isadora s'est penchée vers moi, puis m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marquée. Elle m'a expliqué que je n'avais pas perdu une véritable relation avec Victoria, seulement l'illusion que je m'étais construite d'une relation. La sœur en qui je croyais, celle qui me valorisait et tenait à moi, n'a jamais existé. Victoria avait révélé son vrai visage ce fameux soir. Faire le deuil de cette relation fantasmée était normal, mais ce n'était pas comme perdre une vraie relation, où l'affection était réciproque. Mon chagrin, au fond, portait sur la sœur que j'avais inventée, et non sur celle qu'elle était vraiment. Ça m'a aidé à comprendre pourquoi j'étais autant bousculée. Je faisais le deuil de quelque chose qui n'a jamais existé. Un mois après cette soirée, j'ai vu un message de Chloé sur les réseaux sociaux. J'ai hésité à le supprimer sans l'ouvrir, mais ma curiosité l'a emporté. Elle me disait qu'elle regrettait d'avoir ri à mes dépens et d'avoir encouragé Victoria à se montrer odieuse. Elle expliquait que voir Victoria perdre pied depuis mon départ lui avait ouvert les yeux sur la toxicité qui régnait dans leur groupe. Chloé ajoutait qu'elle s'éloignait de Victoria et qu'elle essayait maintenant de devenir une meilleure personne. Elle terminait par une question. Est-ce qu'on pourrait discuter un de ces jours? J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai fermé l'appli sans répondre. Peut-être que Chloé était sincère, peut-être qu'elle avait vraiment compris, mais je ne lui devais ni mon pardon, ni mon temps. Elle avait bel et bien contribué à mon humiliation publique. Qu'elle veuille changer, c'était son affaire, pas la mienne. Au boulot, le mercredi, ma chef m'a appelée dans son bureau et j'ai senti mon ventre se serrer. Généralement, quand la direction voulait nous voir, ce n'était pas bon signe. Mais là, elle m'a accueillie avec le sourire et m'a annoncé que j'étais promue collaboratrice senior. Elle m'a dit que mon engagement ce dernier mois avait été exemplaire, que mon esprit d'initiative et ma concentration avaient impressionné tout le service. Avec cette promotion, j'obtenais aussi une belle augmentation et de meilleurs avantages. J'ai remercié en essayant de garder mon sérieux, alors qu'intérieurement, j'avais juste envie de sauter partout. Sans Victoria pour m'aspirer toute mon énergie avec ses appels nocturnes et ses drames incessants, je pouvais enfin me consacrer à ma carrière. Je progressais, j'investissais enfin en moi, au lieu de m'épuiser pour quelqu'un qui ne me remerciait jamais. Ce week-end-là, j'étais posée devant la télé avec Liana, quand, pendant une pub, elle a coupé le son et s'est tournée vers moi. J'y pense depuis un moment. Tu voudrais qu'on adopte un chat toutes les deux? J'ai été prise de court. Je n'avais jamais eu d'animaux et, après mon expérience avec Victoria, partager une responsabilité me semblait risqué. Mais avec Liana, c'était différent. Elle parlait d'un projet en commun, de construire ensemble quelque chose de chouette, de transformer notre appart en foyer, pas juste un lieu où fuir. Il ne s'agissait pas de m'occuper de son chat, elle voulait qu'on prenne soin ensemble de notre chat. J'ai dit oui sans y réfléchir. Le dimanche matin, on est partis au refuge. On a arpenté les allées remplies de cages. La plupart des chats indifférents ou agressifs, sauf un gros matourou qui s'est approché des barreaux en miaulant comme un fou. Le jeune homme du refuge nous a expliqué qu'il s'appelait Marmelade et qu'il attendait depuis 3 mois, que tout le monde préférait les chatons. Liana a ouvert la cage et le gros matou s'est aussitôt frotté à sa main, ronronnant si fort qu'on l'entendait dans toute la pièce. Elle m'a regardé, j'ai approuvé d'un signe de tête. On a fait les papiers, l'employé nous a aidés à installer la caisse dans la voiture de Liana. Sur la route du retour, Liana a proposé « On pourrait lui trouver un nom en rapport avec sa couleur ». J'ai lancé « Toast » et elle a éclaté de rire. C'est parfait. À l'appartement, on a installé la litière et les gamelles ensemble. Toast a investi les lieux, a tout reniflé pour prendre ses marques. Partager cette responsabilité avec Liana, voir comment on s'organisait sans compter, en donnant chacune du sien, c'était une vraie relation saine.
équilibré. Rien à voir avec ce que j'ai connu avant. Il n'y avait pas de compte à rendre, pas de petits jeux, juste deux personnes qui avaient envie de s'impliquer ensemble. Le lendemain midi, au boulot, je déjeunais à mon bureau, ma salade devant moi, quand la standardiste m'a appelée. « Quelqu'un est là pour vous », disait-elle. Mais avant que j'aie le temps de réagir, j'ai reconnu la voix de Victoria, suraiguë, dans le fond. J'ai attrapé mon portable et suis descendue à l'accueil où je l'ai trouvée, debout, les joues ruisselant de larmes. À peine m'a-t-elle vue qu'elle s'est précipitée vers moi, répétant « Il faut qu'on parle, là, tout de suite ». J'ai demandé à la réceptionniste d'appeler la sécurité et j'ai reculé dans le couloir. Victoria m'a suivie en s'écriant « Arrête de faire ta comédie. On est sœurs. J'ai juste besoin de 5 minutes. » Les deux agents sont arrivés presque aussitôt. Je les connaissais de vue. Je leur ai expliqué que je ne voulais plus de contact avec elle et je leur ai demandé de la raccompagner dehors. Victoria a redoublé de sanglots et a tenté d'attraper mon bras, mais l'un des agents s'est interposé, calmement mais fermement. Elle répétait mon prénom sans cesse pendant qu'on l'escortait vers la sortie. Mes collègues, restés cloués à leur bureau, me lancèrent des regards et j'ai senti la chaleur m'envahir jusqu'aux joues. Je suis retournée dans mon bureau, j'ai fermé la porte derrière moi et me suis laissée tomber sur ma chaise. Mes mains tremblaient tellement fort que j'ai dû les aplatir sur le bureau pour essayer de retrouver un peu de calme. Cette tension ne m'a pas lâchée de toute l'heure suivante, revenant par à-coups chaque fois que l'image de Victoria, bouleversée dans le hall, me revenait en tête. Mais au milieu de tous ces tremblements, il y avait autre chose, une sorte de fierté discrète. J'avais tenu le coup, gardé la distance, même face à ses larmes, ses scènes, alors qu'une part de moi n'avait qu'une envie, lui parler, juste pour qu'elle s'arrête. Vers 3 heures, cet après-midi-là, ma patronne a frappé à ma porte. « Je peux vous déranger un instant ?» J'ai suivi, m'attendant à une leçon sur la frontière entre la vie pro et la vie privée. Mais à peine la porte de son bureau refermée, elle m'a demandé si j'allais bien. J'ai expédié l'explication. Des histoires de famille à gérer. Désolée pour le tumulte. Elle a balayé mes excuses d'un geste, m'informant que la sécurité avait mis à jour le système avec la photo de Victoria pour empêcher tout retour à l'improviste. Savoir mon lieu de travail prêt à me protéger, recevoir ce soutien officiel, cela m'a procuré une gratitude inattendue. Ma patronne m'a proposé de rentrer chez moi pour finir la journée, mais j'ai préféré rester et me plonger dans le travail. Elle a hoché la tête et m'a assuré que si j'avais besoin de parler, sa porte me serait grande ouverte. Cette semaine-là, en séance avec Isadora, on a pris une nouvelle direction. Elle m'a suggéré d'aborder séparément la disparition de mes parents et la trahison de Victoria, pour envisager ces deux drames comme distincts, au lieu d'un seul bloc douloureux. Et c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais jamais pris le temps de vraiment faire le deuil de mes parents. J'étais trop occupée à tout porter pour Victoria. Après la mort de maman et papa, Victoria s'est écroulée sur le champ. Et moi, je me suis assigné la mission de maintenir l'équilibre, organiser les obsèques, régler toutes les démarches administratives, faire en sorte que Victoria mange, se lave, aille bosser. Je croyais être forte, la bonne sœur, alors qu'en vérité, je m'oubliais, reportant sans cesse mon propre deuil. Maintenant, il me rattrapait. La tristesse accumulée déboulait d'un coup. Isadora m'a aidé à comprendre comment Victoria avait transformé la mémoire de nos parents en outil pour m'accrocher à elle, s'en servant presque comme d'une laisse. Ce lien fait de douleur qu'elle disait factice. Il était bien réel pour moi, même si ce n'était pas réciproque. Samedi matin, je suis allée au cimetière pour la première fois depuis 1 an. J'évitais l'endroit parce que Victoria voulait toujours qu'on s'y rende ensemble, en faire une scène théâtrale. Cette fois, j'ai garé la voiture à l'entrée, marché à travers les tombes jusqu'à la leur, côte à côte sous un chêne. Je me suis assise dans l'herbe et j'ai commencé à leur parler à voix haute. La soirée, les mots de Victoria, ce sentiment d'impuissance. Je leur ai demandé pardon d'avoir laissé Victoria utiliser leurs souvenirs contre moi, de ne pas avoir mieux protégé tout ce qu'ils voulaient pour nous. Les larmes sont venues, mais elles étaient différentes de celles que je verse chez moi. Elles emportaient quelque chose, ne faisaient pas que sortir la douleur. Je suis restée là près de 2 heures, à discuter, pleurer, puis simplement me recueillir. En repartant, je me sentais plus légère, mais aussi triste d'une manière inhabituelle. Une vraie tristesse, sans filtre, sans le poids de devoir materner Victoria. La semaine d'après, ma tante Hélène m'a appelée pour m'inviter à dîner. Je suis passée chez elle après le travail et je l'ai trouvée absorbée dans la préparation d'une lasagne selon la recette de maman. On s'est installés à la cuisine, le plat encore au four, et comme si de rien n'était, elle m'a glissé que Victoria et Brad avaient rompu. Sa belle famille refusait qu'elle s'installe gratuitement. Il attendait qu'elle partage les frais, comme tout le monde. Victoria s'imaginait pourtant qu'on allait s'occuper d'elle, comme je l'avais toujours fait. Quand Brad a refusé et que ses parents s'en sont mêlés, tout a explosé. Ma tante m'a dit que Victoria était en miettes, rentrée chez elle pour le moment. J'ai ressenti un mélange étrange, un soulagement de la voir enfin confrontée aux conséquences de ses choix, mais aussi de la tristesse, parce que ça reste ma sœur, et je n'arrive pas à me réjouir de sa détresse, même quand elle l'a cherchée. Apprendre à distinguer ses sentiments, à démêler la satisfaction, la peine, la culpabilité, c'était un travail de fond à poursuivre en thérapie.
Lors de ma séance suivante avec Isadora, j'ai parlé de la rupture, des émotions contradictoires que ça faisait remonter. Elle m'a aidé à voir que Victoria récoltait les fruits de ses actes et que ce n'était pas à moi d'arranger sans cesse les conséquences de ses comportements. Le sentiment de culpabilité que je portais, c'était celui qu'on traîne après des années à servir de béquille à quelqu'un, pas celui d'avoir mal agi. Isadora m'a demandé ce que je souhaitais pour l'avenir avec Victoria, s'il y en avait un. Je lui ai répondu que je n'en savais rien, que j'avais surtout besoin de temps pour découvrir qui j'étais sans laisser les attentes de ma sœur envahir tout mon espace mental. 2 mois après cette fameuse soirée, je me suis réveillée un mercredi comme un autre. J'ai enchaîné café, tartines, mail, puis pris la route du bureau. Et ce n'est qu'à la pause déjeuner que j'ai réalisé que Victoria ne m'avait pas traversé l'esprit depuis mon réveil. En fait, cela faisait 3 jours que je n'avais pas pensé à elle, depuis que j'avais parlé de sa rupture avec Liana. Ces cycles d'obsession où je repassais tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle faisait, commençaient enfin à lâcher prise. Je construisais peu à peu une vie qui ne tournait plus en orbite autour des besoins ou des drames de Victoria. Mon esprit pouvait enfin se consacrer à autre chose. Mes projets pro, mes envies de week-end, ou des discussions amicales qui ne ramenaient à chaud plus tout à ma sœur. Ce changement avait pris une telle ampleur que j'ai immédiatement écrit à Isadora, qui m'a répondu que c'était une vraie avancée. Ce week-end-là, Liana et moi avions organisé un petit dîner avec 3 de ses amis de la fac. Je l'ai aidée à cuisiner et à dresser la table, un peu nerveuse à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes. Finalement, la soirée s'est déroulée dans une atmosphère chaleureuse. Tout le monde riait, partageait des anecdotes et me posait des questions sur ma vie. Elle s'intéressait vraiment à mes réponses, pas pour soutirer des informations ou s'en servir plus tard, mais par simple curiosité sincère. L'une des amies de Liana bossait dans le graphisme et on a parlé pendant près d'1 heure de ses projets. Une autre venait d'adopter un chien et cherchait des conseils pour l'aider à trouver sa place chez elle, sachant que Toast partageait déjà notre quotidien. Pour la première fois depuis des mois, j'ai éclaté de rire. Un vrai rire. Spontané, né du plaisir d'être là, et pas d'un effort pour faire semblant d'aller bien. Ces filles nouaient un lien avec moi, comme avec une égale, pas seulement comme quelqu'un censé satisfaire leurs attentes. Un mardi, en rentrant du bureau, j'ai trouvé une lettre à mon nom dans la boîte aux lettres, écrite de la main de Victoria. Tante Hélène m'avait prévenue, proposant même de filtrer mon courrier, mais j'avais préféré gérer moi-même. L'enveloppe était bien épaisse, plusieurs pages s'y cachaient. Je me suis installée sur le canapé, Toast blotti contre moi, et j'ai ouvert la lettre avec précaution. 6 pages entières, Victoria y présentait de longues excuses, preuve qu'elle tentait réellement de changer, pas seulement de jolis mots jetés sur le papier. Après l'avoir lu, je suis retournée au dîner le cœur un peu plus léger, comme si savoir que Victoria souffrait aussi de la distance, tout en acceptant ma décision, adoucissait un peu la rupture. 3 mois plus tard, je me suis installée à mon bureau, munie de papier et d'un stylo, Toast roulé en boule sur la chaise voisine. J'avais relu la lettre de Victoria à plusieurs reprises, cherchant le moindre sous-entendu ou manipulation, sans jamais rien trouver. Lui répondre s'est finalement imposé, non pas pour elle, mais pour moi. C'était un cap à franchir dans mon propre cheminement. J'ai commencé ma lettre en précisant qu'il ne s'agissait pas d'un pardon, mais d'une reconnaissance. J'y disais que j'avais bien reçu ses excuses, que j'appréciais qu'elle assume pleinement ses torts, sans tenter de se justifier. Je lui expliquais aussi mon besoin de temps et d'espace, peut-être beaucoup de temps, tout en reconnaissant les efforts qu'elle faisait pour elle-même et l'importance que ça avait. J'ai mis 2 heures à la rédiger, hésitant à chaque phrase pour trouver l'équilibre, ni trop dure, ni trop conciliante, sans lui donner de faux espoirs, ni la blesser inutilement. Mes limites étaient de poser noir sur blanc, ce que j'attendais d'elle si un jour on reprenait contact, ce que je n'accepterais plus. Je n'ai rien promis, et surtout pas fixé de calendrier pour d'éventuelles retrouvailles. Je me suis contentée de décrire là où nous en étions toutes les deux, et où moi j'en étais. Une fois terminée, j'ai relu la lettre, puis je l'ai glissée aussitôt dans une enveloppe, histoire de ne pas revenir sur ma décision. Aller jusqu'à la boîte aux lettres a pris une signification particulière, comme si j'acceptais de tourner la page et que, dans le prochain chapitre, Victoria n'aurait peut-être plus la même place. En laissant glisser la lettre dans la fente, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse, mais surtout, j'ai remarqué que seul mon nom figurait sur l'enveloppe, envoyée à l'adresse de Liana, preuve que tante Hélène avait informé la famille de mon déménagement. J'ai téléphoné à mon oncle pour confirmer ma venue, et il avait l'air vraiment soulagé et content d'avoir de mes nouvelles. Il m'a demandé comment je me sentais, si j'aimais mon nouvel appartement et, chose notable, il n'a pas mentionné une seule fois le nom de Victoria. Ce silence semblait délibéré, comme si tout le monde avait décidé de ne l'évoquer que si le sujet venait de moi. Samedi après-midi, je me suis rendue chez mon oncle avec un cadeau choisi par mes soins, sans me soucier de l'avis de Victoria ni redouter ses remarques sur l'emballage. Juste avant de sonner, une angoisse inattendue m'a saisie, comme si je m'apprêtais à passer un oral. Mais quand ma tante a ouvert et m'a prise dans ses bras, plus longuement qu'à l'accoutumée, je me suis sentie apaisée. À l'intérieur, mes cousins m'ont accueillie avec chaleur. J'ai bien vu comment ils se rapprochèrent discrètement de moi, comme pour m'entourer d'une bulle protectrice. Ce n'était qu'une petite fête de famille. Chacun semblait attentif à mon bien-être. Mon oncle m'a remercié pour mon cadeau.
Puis il m'a questionné sur mon travail. Il m'a vraiment écouté, sans attendre son tour pour parler. On a déjeuné sur la terrasse. J'étais assise entre ma petite cousine et tante Hélène, qui, à chaque occasion, me lançait un regard complice pour s'assurer que tout allait bien. Personne n'a fait mention de Victoria, mais son absence flottait dans l'air, comme une gêne silencieuse que personne n'osait aborder. Malgré tout, j'ai su apprécier ce soutien, cette volonté partagée de me montrer que j'existais pour eux, même si une pointe de tristesse persistait. Notre dynamique familiale avait changé pour de bon. On sentait clairement la fracture entre l'avant et l'après-anniversaire, et il allait nous falloir apprendre à avancer dans cette nouvelle version. Après le repas, Hazel m'a entraînée discrètement dans le jardin, à l'abri des regards. Elle avait l'air un peu mal à l'aise, jouant avec son bracelet, mais aussi déterminée. Elle m'a avoué que Victoria l'appelait souvent, cherchant à savoir comment j'allais, ce que je devenais. Hazel m'a assuré que Victoria s'inquiétait vraiment pour moi, sans aucune intention malveillante, simplement parce qu'elle tenait à moi. J'ai ressenti un mélange d'émotions en l'entendant. D'un côté, j'avais besoin de savoir que je comptais encore pour Victoria, et de l'autre, justement, ça prouvait que j'avais raison de garder mes distances. Hazel m'a rapporté que Victoria lui avait demandé de me faire savoir qu'elle respectait mes limites, qu'elle ne me contacterait pas directement, mais voulait simplement que je sache qu'elle pensait à moi. Je l'ai remerciée, et je lui ai demandé de ne rien raconter de personnel à Victoria. Hazel a approuvé, me serrant la main, sans que j'aie à en dire plus. Que Victoria prenne de mes nouvelles par l'intermédiaire de la famille, sans chercher à forcer les choses, ni à se montrer chez moi ou au travail, avait quand même du sens. Elle avait enfin commencé à m'écouter, me laissant l'espace dont j'avais tant besoin, même si je voyais bien à quel point cela lui coûtait. Cette retenue comptait bien plus pour moi que ses longues excuses écrites, car elle prouvait par ses actes qu'elle essayait sincèrement de changer, et pas seulement de jolis mots. Je suis retournée à la fête avec le cœur plus léger, rassurée à l'idée que Victoria aussi souffrait, mais qu'elle respectait ma décision, ce qui rendait ma position moins lourde à porter. 3 mois après cette soirée, je me suis installée à mon bureau avec du papier, un stylo, toast roulé en boule sur la chaise voisine. Pendant des semaines, j'avais relu et disséqué la lettre de Victoria, guettant le moindre signe de manipulation, que je n'ai jamais trouvé d'ailleurs. Lui répondre était devenu nécessaire, non pour elle, mais pour moi, pour marquer une étape dans mon propre cheminement. J'ai commencé ma lettre en précisant qu'il ne s'agissait pas d'un pardon, mais d'une reconnaissance, que j'acceptais ses excuses et que j'appréciais qu'elle prenne toute la responsabilité sans chercher à se justifier. Je lui ai expliqué que j'aurais encore besoin de temps, peut-être beaucoup, mais que je voyais ses efforts pour changer et que, pour moi, c'était l'essentiel. Il m'a fallu 2 heures pour terminer cette lettre, m'arrêtant régulièrement pour trouver l'équilibre entre fermeté et bienveillance, ne pas nourrir de faux espoirs, ni blesser inutilement. J'y ai posé mes limites, ce que j'attendais d'elle si jamais nos chemins se recroisaient, et ce que je ne tolérerais plus. Je n'ai rien promis, ni laissé entendre un retour à la normale. Je me suis contentée de mettre des mots justes sur la réalité de notre relation. Une fois la lettre relue, j'ai vite refermé l'enveloppe, avant d'avoir le temps de tout remettre en question. Aller poster cette lettre a pris une dimension presque symbolique, comme si je tirais un trait sur un chapitre important de ma vie, acceptant que la suite se passerait sans Victoria, ou du moins différemment. En laissant glisser la lettre dans la boîte, j'ai senti un mélange de tristesse et de soulagement, mais surtout une profonde sérénité. J'avais enfin exprimé tout ce que j'avais à dire, sans amertume ni rancune, et j'ai su que c'était terminé. 2 semaines plus tard, mon entreprise m'a envoyé à une conférence marketing à Chicago, mon premier déplacement pro depuis les événements. Ce changement d'air m'a fait un bien fou. Être dans une ville où personne ne connaissait mes histoires familiales, ni mes soucis avec ma sœur, c'était carrément libérateur. Je me suis plongée dans les conférences, j'ai pris des notes, échangé avec d'autres pros du secteur. Ce voyage, mon patron me l'avait confié en reconnaissance de mes bons résultats, preuve que j'existais aussi par moi-même, sans que Victoria y soit pour quoi que ce soit. Entre 2 sessions, je découvrais la ville, choisissais mes restos, savourant le plaisir de tout décider seul, rien qu'en fonction de mes envies. La conférence abordait de nouveaux axes en marketing digital, et je me surprenais à me passionner pour le sujet. Un soir, j'ai dîné avec des collègues venus d'ailleurs. On a parlé de nos ambitions, de l'évolution du métier. J'ai réalisé à quel point je bâtissais enfin quelque chose de personnel, une identité et un réseau pro à moi, sans aucun rapport avec mon rôle de sœur ou de soutien. Prendre du recul m'a permis de revoir ma vie autrement. J'entretenais de vraies relations d'amitié avec Liana et son cercle, je progressais au boulot, j'arrivais à gérer mon deuil grâce à Isadora. En vrai, j'allais même plutôt bien, et cette évidence m'a frappée alors que j'étais assise devant la skyline de Chicago depuis ma chambre d'hôtel. J'avais tellement longtemps vécu à travers Victoria, à m'occuper d'elle, que j'avais oublié que je pouvais exister simplement pour moi. Le dernier jour de la conf, j'ai déjeuné à côté d'une certaine Rachel, venue de Boston. En lançant la conversation, elle a posé quelques questions sur ma famille et je lui ai répondu sans détour, avec simplicité, sans rien dramatiser. J'ai dit, tout naturellement, que ma sœur et moi n'étions pas proches en ce moment. Elle a acquiescé, puis on est passé à d'autres sujets, sans s'apesantir ni donner de conseils à l'emporte-pièce. Pouvoir parler de ma vie avec autant de distance et de simplicité m'a fait du bien. Je n'étais pas obligée d'expliquer mes failles à des inconnus, ni de centrer toute discussion autour de mes blessures. Plus tard, en attendant mon vol, j'ai pris la mesure du chemin parcouru en 3 mois.
J'étais passée des sanglots dans la chambre d'amis de tante Hélène à une conversation sereine sur ma famille avec une parfaite inconnue. Ce progrès-là, je le sentais profondément. Je ne trichais pas, je ne faisais pas semblant d'aller bien. Je bâtissais une vie à moi, dans laquelle l'absence de Victoria me laissait enfin la place de découvrir qui j'étais hors d'elle. À mon retour à l'appart, Toast s'est rué vers moi, miaulant et me frôlant les jambes. Liana m'avait laissé mes biscuits préférés et un petit mot d'accueil sur le plan de travail, ce qui m'a rempli de gratitude. En rangeant mes affaires, j'ai contemplé l'appartement et tous ces petits détails, les coussins choisis ensemble, les photos, les plantes dont Liana m'apprenait à m'occuper, et je me suis sentie vraiment chez moi, plus en transit. Je n'étais pas la faute d'option, mais parce que j'aimais ma vie ici, que je la construisais à mon image, bien loin des sacrifices pour Victoria. Liana est rentrée du travail 1 heure plus tard. On a préparé le dîner tout en discutant de la conférence. Elle m'a posé des questions justes, s'intéressait sincèrement à mon évolution, elle a célébré mes réussites sans jamais tout ramener à elle. Ce soir-là, toutes les deux sur le canapé, Toast calé entre nous devant un film, j'ai ressenti un calme rare, comme si je découvrais enfin la solidité d'une relation équilibrée, un vrai soutien réciproque. Je n'avais plus peur de dire un mot de trop, ni d'être jugée. J'avais juste à être moi. La semaine suivante, tante Hélène m'a appelée. Elle voulait qu'on déjeune ensemble dans son café favori du centre. On s'est retrouvés samedi, elle m'a serré dans ses bras avant d'entrer, et j'ai compris à quel point, doucement, la vie reprenait sa place. Installée autour de sandwichs et de café, elle m'a demandé avec une vraie bienveillance comment j'allais, en insistant sur le fond, et je lui ai parlé franchement de mes avancées. Elle écoutait avec attention, hochait la tête et posait des questions qui montraient qu'elle saisissait vraiment toutes les subtilités de ce que je traversais. À un moment, elle a abordé le sujet de Victoria avec beaucoup de délicatesse, guettant ma réaction pour ne pas heurter mes limites. Elle m'a expliqué que Victoria allait mieux, qu'elle accumulait 2 boulots, suivait sérieusement sa thérapie et prenait enfin ses responsabilités. Tante Hélène a aussitôt précisé qu'il n'était pas question de me forcer à reprendre contact ni de me faire sentir obligée vis-à-vis de Victoria. Elle voulait simplement savoir si, dans l'avenir, j'envisagerais de la voir. Pas maintenant, mais peut-être un jour. J'ai pris un instant, en remuant machinalement mon café, puis je lui ai dit que peut-être, un jour, ce serait possible, mais que pour l'instant je n'étais pas prête, et qu'il était possible que je ne le sois jamais, et que j'avais surtout besoin qu'elle accepte cette part d'incertitude. Elle m'a serré la main en m'affirmant qu'elle respecterait ma décision et qu'elle ne me mettrait aucune pression. Ce moment m'a marqué. C'était comme ouvrir une porte vers une éventuelle réconciliation, mais à mon rythme. Ce soir-là, blottie dans mon lit avec mon téléphone, je me suis rendu compte que je n'étais pas allée regarder les réseaux sociaux de Victoria depuis des semaines. Auparavant, je consultais ses publications constamment, je surveillais ce qu'elle racontait, je me demandais si elle pensait à moi. À présent, je ne savais même plus quand j'avais cherché son nom pour la dernière fois. Toute l'énergie mentale que je lui avais vouée depuis des années, à essayer de deviner ses réactions, à m'inquiéter de ses humeurs, était désormais investie dans mes propres envies et dans ce qui me rendait heureuse. Je lisais enfin les romans qui me tentaient, je suivais un cours de photo en ligne, je préparais un week-end avec Liana pour rencontrer sa famille. Mes pensées n'étaient plus monopolisées par Victoria. Elle restait présente dans mon histoire, dans mon passé, peut-être dans mon avenir, mais elle ne dictait plus mon quotidien. Ce basculement était immense. Pour la première fois, j'avais vraiment l'impression de m'extraire de son ombre et d'exister pour moi. Lors de ma séance du jeudi avec Isadora, nous avons parlé de ce que pourraient être des limites saines si jamais je voulais renouer avec Victoria. Isadora m'a aidé à imaginer à quoi ressemblerait une relation cadrée, avec des règles claires et des conséquences en cas de rechute. Nous avons évoqué des rendez-vous dans des endroits publics, des conversations axées sur certains thèmes et la possibilité de partir si jamais j'en ressentais le besoin. Isadora a insisté. C'était à moi de fixer ce qui me convenait. Je ne devais rien à Victoria, même si nous étions sœurs. Tout cela rendait l'idée d'un éventuel contact moins angoissante, plus sous contrôle. J'arrivais à imaginer revoir Victoria sans retomber dans nos vieux schémas, où je me retrouvais à absorber tous ses problèmes et ses émotions. Les barrières qu'on posait n'avaient de rien de froid ou de punitif. C'était surtout pour me protéger, tout en laissant la possibilité à Victoria de montrer qu'elle avait vraiment changé. Isadora m'a rappelé que je pouvais toujours changer d'avis, que le simple fait de la voir une fois ne m'engageait à rien. J'avais la main sur le processus, et ce pouvoir me donnait confiance. Les papiers de renouvellement du bail sont arrivés, et avec Liana, on s'est installé dans la cuisine pour les passer en revue. Elle m'a demandé, sans cacher son espoir mais sans insister, si je voulais rester 1 année de plus. J'ai regardé l'appartement, repensé à la vie que j'y avais bâtie, et j'ai su que j'avais envie de rester. Signer les papiers, c'était acter ce choix de m'ancrer dans cette nouvelle existence, au lieu de me laisser une issue de secours vers l'ancienne. Je ne vivais plus dans l'attente que ma relation avec Victoria s'améliore assez pour que je m'y engouffre à nouveau. Je choisissais ce lieu, cette coloc, cette version de ma vie où, enfin, je me plaçais en priorité. Liana a signé d'abord, puis moi, et on a fêté ça comme il se doit, avec une glace devant un film. Plus tard dans la soirée, je repensais à tout ce qui avait changé en 3 mois. Je revoyais la scène dans l'appartement de Victoria, mon gâteau raté à la main, et ce moment où je signais le bail ici, dans un endroit où je me sentais aimée et en sécurité. Entre ces 2 instants, il me semblait s'être écoulé des années.
Il me restait encore du travail en thérapie. Mes sentiments pour Victoria et la famille étaient toujours aussi embrouillés. Mais pour la première fois, j'étais heureuse. Et ce bonheur n'avait plus rien à voir avec Victoria, ni avec ses excuses, ni avec le désir qu'elle me laisse une place. Il existait en dehors d'elle, construit sur mes propres choix et mes progrès. Et c'est justement ça qui le rendait vrai. J'ai pris rendez-vous pour mon tatouage un mardi après-midi, à un moment tranquille où je savais pouvoir vraiment savourer ce pas sans avoir à courir travailler ensuite. Le salon était minuscule, impeccable, coincé entre un café et une librairie, et la tatoueuse m'a détaillé chaque étape à partir du motif que j'avais choisi. Un phénix qui renaît, délicat, glissé à l'intérieur du poignet, le genre de dessin à regarder les jours où j'aurais besoin de me souvenir de ma force. Victoria avait toujours décrété que les tatouages étaient vulgaires, que ça donnait une mauvaise image des femmes, et je l'ai longtemps cru, même si j'en rêvais depuis la fac. L'aiguille a été plus douloureuse que prévu, mais c'était une bonne douleur, presque comme une preuve sur la peau de tout ce que j'avais traversé. Je voyais l'encre s'inscrire sur moi, et je me répétais qu'à ce moment précis, je faisais ce choix pour moi, sans me soucier du regard des autres. Quand tout était terminé et protégé, j'ai réglé avec l'argent économisé en n'ayant plus à payer les dettes de Victoria, et sortir du salon m'a vraiment donné l'impression de franchir une frontière invisible vers une version de moi à laquelle je commençais à tenir. Noël approchait à grands pas, et ma tante Hélène m'a appelée pour confirmer ma venue à dîner. Elle m'a précisé, tout doucement, que Victoria serait là aussi, cherchant manifestement à me laisser le choix. Mais je l'ai rassurée, je viendrai quand même. Je n'étais pas prête à recoller les morceaux avec Victoria, mais je n'étais plus aussi vulnérable, au point que sa simple présence aurait pu me bouleverser. Liana avait proposé de m'accompagner, histoire de me soutenir, mais je lui ai expliqué que c'était un pas que je devais franchir seule. J'ai pris la route chez ma tante Hélène, toast sur la banquette arrière, puisqu'il fallait d'abord que je le dépose chez une amie. Pendant le trajet, je me répétais qu'il fallait rester détendue. Lorsque je suis arrivée, Victoria était déjà là, installée tout au bout du salon avec une assiette d'amuse-bouche à la main. On s'est échangé un regard, un simple hochement de tête, comme une façon silencieuse et un peu cérémonieuse de se reconnaître sans prétendre que tout allait bien. Ma tante Hélène, avec beaucoup de tact, nous a installés chacune à une extrémité de la table. Franchement, c'était nécessaire. J'ai papoté avec mon oncle et mes cousins, fait passer les plats, ri à leurs plaisanteries, tout en gardant à l'esprit que Victoria était là, mais sans que ça m'envahisse. Elle avait l'air plus frêle, fatiguée, et malgré moi, j'ai ressenti une pointe d'inquiétude que j'ai vite étouffée. Finalement, la fameuse distance, c'était ça. Une sorte de neutralité, de politesse sans vraie proximité, mal à l'aise, mais pas insurmontable comme je l'aurais imaginé. Après le dîner, je me suis retrouvée en cuisine avec Victoria, toutes les deux attirées par la cafetière. Elle s'est servie la première, puis m'a proposé du café. Ce détail, vu notre passif, prenait presque des airs de symbole. J'ai accepté, et on était restés là, gênés, ne sachant pas trop quoi ajouter. Elle m'a raconté qu'elle cumule 2 jobs, vendeuse la semaine et administratif le week-end, qu'elle a enfin trouvé un studio où elle peut vivre sans aide. Sa voix était posée, ni plainte ni fierté, juste pour me tenir au courant. Je lui ai dit, et je le pensais, que j'étais contente qu'elle s'en sorte, qu'elle avance sans moi, sans envie de redevenir la sauveuse. Elle a eu un signe de tête, s'est encore excusée, plus doucement cette fois, et j'ai accepté, sans promettre quoi que ce soit, sans tirer de plan sur l'avenir. Il n'y avait plus cette intimité d'avant, et je savais qu'il n'y en aurait sans doute plus jamais. Mais on n'était pas non plus 2 inconnus qui s'ignorent dans une cuisine. On était ailleurs, dans cet entre-deux bizarre, une zone neutre où on partageait juste un peu de sang et des souvenirs qui piquent. Sur le chemin du retour avec ma tante Hélène, j'ai regardé les rues défiler dans la nuit, et j'ai senti un poids en moins. Ce n'était plus Victoria ou son amitié qui conditionnait mon bien-être, ni ses validations, ni la preuve de ma valeur. J'avais Liana, Toast, ma tante Hélène, mon travail. Toute une vie qui s'était construite loin de celle de ma sœur. Notre relation ne pourrait plus jamais ressembler à celle que j'imaginais encore debout dans son appart. Cette fois-là, avec mon gâteau raté. Mais finalement, j'avais su recomposer quelque chose de plus solide à partir de tout ce qui avait volé en éclats. J'étais heureuse, vraiment, pas malgré la perte de Victoria, mais parce que cette perte m'avait permis de me retrouver. Et franchement, c'était suffisant. Je n'avais besoin de rien d'autre.